La politique d'Aristote, livre 3e, chapitre 7. Sommaire. Suite de la théorie de la souveraineté. Pour savoir à qui elle appartient, on ne peut tenir compte que des avantages vraiment politiques et non des avantages quels qu'ils soient. La noblesse, la liberté, la fortune, la justice, le courage militaire, la science, la vertu. Insuffisance des prétentions exclusives. L'égalité est en général le but que le législateur doit se proposer afin de les concilier. Toutes les sciences, tous les arts ont un bien pour but, et le premier des biens doit être l'objet suprême de la plus haute de toutes les sciences. Or, cette science, c'est la politique. Le bien en politique, c'est la justice, en d'autres termes, l'utilité générale. On pense communément que la justice est une sorte d'égalité, mais ici l'opinion vulgaire est, jusqu'à un certain point, d'accord avec les principes philosophiques par lesquels nous avons traité de la morale. On s'accorde en outre sur la nature de la justice, sur les êtres auxquels elle s'applique, et l'on convient que l'égalité doit régner nécessairement entre égaux. Reste à fixer à quoi s'applique l'égalité et à quoi s'applique l'inégalité, question difficile qui constitue la philosophie politique. On soutiendra peut-être que le pouvoir politique doit se répartir inégalement en raison de la prééminence en un mérite quelconque, tous les autres points restant d'ailleurs parfaitement pareils, et les citoyens étant d'ailleurs parfaitement semblables, et que les droits et la considération doivent être différents quand les individus diffèrent. Mais si ce principe est vrai, même la fraîcheur du teint ou la grandeur de la taille ou tel autre avantage quel qu'il soit pourra donc donner droit à une supériorité de pouvoir politique. L'erreur n'est-elle pas ici manifeste ? Quelques réflexions tirées des autres sciences et des autres arts le prouveront assez. Si l'on distribue des flûtes à des artistes égaux entre eux en tant qu'occupés du même art, on ne donnera pas les meilleurs instruments aux individus les plus nobles, puisque leur noblesse ne les rend pas plus habiles à jouer de la flûte. Mais on devra remettre l'instrument le plus parfait à l'artiste qui saura le plus parfaitement s'en servir. Si le raisonnement n'est pas encore assez clair, qu'on le pousse un peu plus loin. Qu'un homme très distingué dans l'art de la flûte le soit beaucoup moins par la naissance et la beauté, avantages qui, pris chacun à part, sont, si l'on veut, très préférables à un talent d'artiste, et qu'à ces deux égards, noblesse et beauté, ses rivaux l'emportent sur lui beaucoup plus que lui-même ne l'emporte sur eux comme virtuose, je soutiens que c'est toujours à lui qu'appartient l'instrument supérieur. Autrement, il faudrait que l'exécution musicale profite beaucoup des supériorités de naissance et de fortune, mais ces avantages ne peuvent y procurer le plus léger progrès. À suivre encore ce faux raisonnement, un avantage quelconque pourrait entrer en parallèle avec tout autre. Parce que la taille de tel homme l'emporterait sur la taille de tel autre, il s'ensuivrait qu'en règle générale, la taille pourrait être mise en balance avec la fortune et la liberté. Si parce que l'un est plus distingué par sa taille que l'autre par sa vertu, on place en général la taille fort au-dessus de la vertu. Les objets les plus disparates pourront être mis dès lors au même niveau, car si la taille à un certain degré peut surpasser telle autre qualité à certain degré, il est clair qu'il suffira de proportionner les degrés pour obtenir l'égalité absolue. Mais comme il y a ici une impossibilité radicale, il est clair qu'on ne prétend pas le moins du monde, en fait de droit politique, répartir le pouvoir selon toute espèce d'inégalité. Que les uns soient légers à la course et les autres fort lents, ce n'est pas une raison pour qu'en politique les uns aient plus et les autres moins. C'est au jeu gymnique que ces différences-là seront appréciées à leur juste valeur. Ici, on ne doit pas nécessairement mettre en concurrence que les objets. Ici, on ne doit mettre nécessairement en concurrence que les objets qui contribuent à la formation de l'État. Aussi a-t-on toute raison d'accorder une distinction particulière à la noblesse, à la liberté, à la fortune, car les individus libres et les citoyens qui possèdent le sens légal
sont les membres de l'État, et il n'y aurait pas d'État si tous étaient pauvres, non plus que si tous étaient esclaves. Mais à ces premiers éléments, il faut en joindre évidemment aussi deux autres, la justice et la valeur guerrière dont l'État ne peut pas davantage se passer, car si les uns sont indispensables à son existence, les autres le sont à sa prospérité. Tous ces éléments, ou du moins la plupart, peuvent se disputer à bon endroit l'honneur de constituer l'existence de la cité, mais c'est surtout, je le répète comme je l'ai dit plus haut, à la science et à la vertu de s'attribuer son bonheur. De plus, comme l'égalité et l'inégalité complète sont injustes entre des individus qui ne sont égaux ou inégaux entre eux que sur un seul point, tous les gouvernements où l'égalité et l'inégalité sont établis sur des bases de ce genre sont nécessairement corrompus. Nous avons dit aussi plus haut que tous les citoyens ont raison de se croire des droits, mais que tous ont tort de se croire des droits absolus. Les riches parce qu'ils possèdent une plus large part du territoire commun de la cité et qu'ils ont ordinairement plus de crédit dans les transactions commerciales. Les nobles et les hommes libres, classes fort voisines l'une de l'autre, parce que la noblesse est plus réellement citoyenne que la roture et que la noblesse est estimée chez tous les peuples. Et de plus, parce que des descendants vertueux doivent selon toute apparence avoir de vertueux ancêtres, car la noblesse n'est qu'un mérite de race. Certes, la vertu peut, selon nous, élever la voix, non moins justement. La vertu sociale, c'est la justice, et toutes les autres ne viennent nécessairement que comme des conséquences après elle. Enfin, la majorité aussi a des prétentions qu'elle peut opposer à celles de la minorité, car la majorité prise en son ensemble est plus puissante, plus riche et meilleure que le petit nombre. Supposons donc la réunion dans un seul État d'individus distingués, nobles, riches d'une part, et de l'autre une multitude à qui l'on peut accorder des droits politiques. Pourra-t-on dire sans hésitation à qui doit appartenir la souveraineté ? Un doute sera-t-il encore possible ? Dans chacune des constitutions que nous avons énumérées plus haut, la question de savoir qui doit commander n'en peut faire une, puisque leur différence repose précisément sur celle du souverain. Ici, la souveraineté est aux riches, là aux citoyens distingués, et ainsi du reste. Voyons cependant ce que l'on doit faire quand toutes ces conditions diverses se rencontrent simultanément dans la cité. En supposant que la minorité des gens de bien soit extrêmement faible, comment pourra-t-on statuer à son égard ? Regardera-t-on si, toute faible qu'elle est, elle peut suffire cependant à gouverner l'État, ou même à former par elle seule une cité complète ? Mais alors se présente une objection qui est également juste contre tous les prétendants au pouvoir politique et qui semble renverser toutes les raisons de ceux qui réclament l'autorité comme un droit de leur fortune, aussi bien que de ceux qui la réclament comme un droit de leur naissance. En adoptant le principe qu'ils allèguent pour eux-mêmes, la prétendue souveraineté devrait évidemment passer à l'individu qui serait à lui seul plus riche que tous les autres ensemble, et de même, le plus noble par sa naissance l'emporterait sur tous ceux qui ne font valoir que leur liberté. Même objection toute pareille contre l'aristocratie qui se fonde sur la vertu. Car si tel citoyen est supérieur en vertu à tous les membres du gouvernement, gens eux-mêmes fort estimables, le même principe lui conférera la souveraineté. Même objection encore contre la souveraineté de la multitude, fondée sur la supériorité de sa force relativement à la minorité. Car si un individu par hasard ou quelques individus moins nombreux, toutefois que la majorité sont plus forts qu'elle, la souveraineté leur appartiendra de préférence plutôt qu'à la foule. Tout ceci semble démontrer clairement qu'il n'y a de complète justice dans aucune des prérogatives au nom desquelles chacun réclame le pouvoir pour soi et l'asservissement pour les autres. Aux prétentions de ceux qui revendiquent l'autorité pour leur mérite ou pour leur fortune, la multitude pourrait opposer d'excellentes raisons. Rien n'empêche en effet qu'elle ne soit plus riche et plus vertueuse que la minorité, non point individuellement mais en masse.
Ceci même répond à une objection que l'on met en avant et qu'on répète souvent comme fort grave. On demande si dans le cas que nous avons supposé, le législateur qui veut établir des lois parfaitement justes doit avoir en vue l'intérêt de la multitude ou celui des citoyens distingués. La justice ici, c'est l'égalité. Et cette égalité de la justice se rapporte autant à l'intérêt général de l'État qu'à l'intérêt individuel des citoyens. Or, le citoyen en général est l'individu qui a part à l'autorité et à l'obéissance publique, la condition du citoyen étant d'ailleurs variable suivant la Constitution. Et dans la République parfaite, le citoyen, c'est l'individu qui peut et qui veut obéir et gouverner tour à tour, suivant les préceptes de la vertu.